Donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, si on ne met pas un peu d'ordre rapidement, et les 17 ans dont elle parle ici correspondent exactement, à peu près, jour pour jour, à la date, au temps qu'il a fallu pour ces disques à implanter solidement son format d'export SDTM, puisque ça a commencé en 2000 et on est en 2017 très prochainement. Donc il est grand temps de se mettre à ranger nos données cliniques. Alors pour ça, en fait, on a vu avec Thierry tout à l'heure la partie soumission de données, le format SDTM, qui va nous permettre de transformer des données et de les soumettre à l'agence américaine. En premier lieu, on verra que pour la partie collecte de données, on va utiliser principalement 3 standards au niveau de ces disques. Le CDASH, qui va correspondre notamment au libellé de nos questions cliniques, de façon à ce que tout le monde, tous les investigateurs, tous les moniteurs cliniques aient exactement la même information. C'est fondamental. L'autre standard dont on va parler tout à l'heure, c'est l'ODM. L'ODM, Operational Data Model, qui est vraiment notre cahier d'observation électronique tel qu'il a été défini par ces disques. Et accroché à ces deux concepts, vous avez forcément, comme l'a précisé Thierry tout à l'heure, la terminologie contrôlée qui est à peu près partout dans les formats de ces disques et qui va nous permettre d'utiliser des codes listes standards. Alors on va plonger un peu plus. Donc tout à l'heure, vous avez vu, on était avec des icebergs. Donc pour l'instant, on est au-dessus du niveau de la mer. Et j'insiste sur cette notion de rangement parce qu'effectivement, alors Thierry était assez sceptique sur la standardisation, sur le format choisi par SDTM. Moi, je suis beaucoup plus naïf que lui et je me suis laissé embarquer dès le départ par ces disques. Je m'intéresse à ce format, à tous les standards de ces disques depuis le départ. Et effectivement, pour moi, on peut faire du rangement dans son coin. Ça peut être un peu plus organisé comme M. Gaston Agathe. Le seul problème, c'est qu'on travaille avec d'autres personnes autour de nous, et dès qu'il y en a un qui tire sur un document, sur le moindre truc, si ce n'est pas organisé formellement, eh bien, on ne retrouvera pas forcément nos données au final. Qu'est-ce que vient faire CDASH dans ce monde de l'organisation de nos données cliniques? Alors, en fait, CDASH, c'est le Clinical Data Acquisition Standard Harmonization. Et au départ, en fait, effectivement, on n'a pas de nom de fichier standard dans toutes nos études. Alors, peut-être vous avez dans vos départements de recherche clinique déjà commencé à formaliser un petit peu plus les choses, mais lorsque vous travaillez dans une CRO, ou même à l'intérieur d'un laboratoire pharmaceutique, j'ai vu, moi, des fichiers qui n'avaient pas forcément le même nom. Les variables, là aussi, on va le voir à travers un exemple juste après, on a tout et n'importe quoi. Et le codage des données, des informations, lui aussi peut être très variable. Exemple avec notre ami Bip, le Coyote, sur une variable tout à fait classique, le sexe. On voit ici qu'à travers 4 études, elle peut être exprimée déjà au niveau de sa métadonnée sexe, gender. Ça, on va à peu près s'en sortir. On va réussir à mapper nos informations pour pouvoir les transformer et n'avoir que sexe ou gender. Ne réponds pas, sexe. Sexe. C'est la variable attendue en sortie, d'accord? Donc on pourrait se dire, voilà, mettons gender en entrée, puis on mappera derrière. C'est une mauvaise idée. CDASH propose plutôt de dire, on va tout nommer exactement comme le souhaite le format d'export. Et on va gagner du temps. Ensuite, au niveau de nos variables elles-mêmes, notre code list, on voit ici MF. Ça, c'est à peu près standard avec SDTM. Par contre, ici, on a une nomenclature qui est différente. On arrive à peu près à s'en sortir. On arrivera à mapper les données pour les transformer. Ici, par contre, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué. 0, 1, est-ce que c'est un homme ou une femme? 1, 2, pareil, même chose, plus difficile. On est toujours à la surface de l'eau. Alors, quand vous allez sur le site de ces disques, combien ont déjà travaillé sur ce standard avec CDASH?
qui a produit des données, des études avec CEDASH. Ok, c'est quand même un peu moins que pas du tout. Mais, ouais, un peu plus que... Non, mais d'habitude, une personne n'a jamais utilisé. Donc c'est pas mal, hein. Vous êtes fort. Quand on télécharge le standard sur le site de Cdisc, alors vous allez récupérer un fichier zip lorsque vous n'êtes pas membre du site du standard Cdisc, des standards Cdisc. Ce zip, vous l'ouvrez, vous allez trouver un certain nombre d'informations dedans. Vous avez notamment un fichier qu'ils appellent le guide d'utilisation, avec des exemples dedans, fournis par des sociétés qui fabriquent des cahiers d'observation électronique. Et puis vous avez ce guide-là, qui est lui, le guide vraiment, la spécification du standard Cdisc, dans lequel chaque domaine, donc les données sont organisées par domaine, pour être en conformité avec le SDTM dont parlait Thierry tout à l'heure. Donc une table par domaine. Et cette table, elle est organisée de la façon suivante. Vous avez une première colonne qui correspond au texte qu'on doit mettre, qu'on doit utiliser sur le cahier d'observation. Pour être conforme CEDASH, il faut que la question clinique, elle soit celle-ci. D'accord ? C'est pas on fait ce qu'on veut à ce niveau-là. Il y a vraiment une conformité au niveau du libellé de la question, pour que les investigateurs qui travaillent sur 15 études cliniques demain, ils aient toujours ce même libellé. Ça sert à ça, la standardisation. Alors, il est précisé dans ce guide qu'une traduction est possible, mais il faut qu'elle soit la plus proche possible de la phrase proposée en anglais. Et donc, il y avait une initiative au niveau de l'AKDM de traduire tous les libellés CEDASH. Vous en êtes où? Ah, c'est un atelier, on m'a dit c'est un atelier, on peut les challenger un peu. Voilà. Comme monsieur Dubois met la tête sous la table, je vais répondre. Allez. Non, mais c'est une super initiative. Donc il faut... Non, globalement, on l'a présenté il y a 2 ans. On l'a mis sur le site disponible pour les membres. En disant il y a 2 ans, ben voilà, il est à disposition. Nous, ce qu'on aimerait, si vous l'utilisez, c'est que vous nous fassiez vos retours de manière à ce que tout le monde profite. Okay. Eh bien, il a été chargé moins d'une dizaine de fois, et il y a une personne qui nous a donné les nouvelles. Voilà. Ce qui ne nous a pas empêché localement d'avancer évidemment. Et vous aviez traduit tout ou juste le libellé? Non, les tableaux étaient traduits. Tous les tableaux. Ce tableau était traduit. Donc c'est précieux. Hein. C'est précieux. Sachant que c'est... Il y a des trucs qui n'avaient pas traduit. Bah, excuse-nous. C'est-à-dire que c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des choses quand même. Autant on a très vite une idée de ce que ça veut dire en anglais, voilà. Autant pour faire passer la notion en français, ça oblige de suite à beaucoup développer, quoi, à beaucoup écrire de textes. Le français est plus verbeux, oui. Ouais, le français est plus verbeux, donc voilà. Pour info, j'ai pas encore fini, mais j'ai demandé à quelqu'un de traduire. Est-ce que vous n'avez pas traduit? Bien. Ouais, bravo. Il faut faire remonter. Il faut faire remonter. Ça avait été en grande partie traduit par l'anglophone d'ailleurs, mais qui malgré tout sur certains termes techniques bloqués, et pour ce qui n'est pas traduit, c'est même pas par manque de temps, c'est qu'il y a plutôt rien mettre et laisser la version anglaise initiale que de mettre une connerie. Et ceux qui ont utilisé CEDASH aujourd'hui, vous l'avez mis en anglais ou vous avez utilisé des libellés de questions différentes? En français. En vous appuyant sur cette nomenclature de l'AKDM? Non, mais la traduction faite par... Tu l'avais fait avant, d'accord. Alors, la deuxième colonne, c'est le prompt. C'est une version courte de la question. Donc là aussi, bon, on va le voir tout à l'heure. C'est une bonne idée en soi, mais il faut voir après comment on l'utilise. Donc on va en reparler. La troisième colonne, elle est importante pour des histoires de mapping à l'origine. Pour chaque variable, vous allez avoir le libellé, le code SDTM
lorsque la cellule est non grisée comme vous l'avez tout en haut. Et si c'est grisé comme avec le CDASH, ça sous-entend que la variable est spécifique à CDASH. Et il y a deux cas de figure. Soit il faudra convertir cette donnée pour la faire rentrer dans SDTM, soit elle n'ira pas du tout dans SDTM. C'est les fameuses variables dont on parlait tout à l'heure, qui n'ont pas besoin d'être portées. Est-ce qu'il y a eu des événements indésirables pour ce patient ou non? C'est purement un outil de monitoring. Ça ne mappera pas du tout dans les SDTM. Bridge, on n'en parle pas plus que ça pour l'instant. Et pourtant, ça pourrait vous intéresser, parce que c'est une variable, c'est la colonne qui va définir dans le modèle HL7 où retrouver l'information. Dans les dossiers, alors pas en France, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de dossiers codés en HL7. En Suisse, peut-être, il y a sûrement Plus OHA, non, pas vraiment. pas du HL7 non plus. Ça servira. Je parle du monde académique, on est bien d'accord. Oui. Donc ensuite, vous avez trois colonnes qui sont ici, à mon sens, très importantes aussi. C'est la définition pour chaque item, chaque élément demandé par le CDASH. Vous avez une définition stricte. Des instructions pour remplir cet item dans le cahier d'observation. Donc ça aussi, c'est à mon sens une information qu'il faudrait faire figurer dans un cahier d'observation électronique, laquelle on prend la définition, les instructions, les informations pour le sponsor. Moi, j'ai envie de tout mettre. Parce que tous les utilisateurs sont susceptibles d'accéder à notre cahier d'observation. Alors, les instructions de remplissage, ça c'est basique, mais les informations pour le sponsor, il est aussi amené à regarder les données à travers notre cahier d'observation électronique. Alors ça, on verra tout à l'heure, ça n'a pas été adressé. Il y a des gaps, il y a des lacunes entre CDASH et ODM. On va en reparler. Et enfin, la dernière colonne, elle est aussi intéressante, puisqu'elle va vous préciser le caractère obligatoire de la variable avec une référence sur 3 niveaux, highly recommended ou optional. Et là aussi, on va voir que ça pose des petits soucis. Une version un peu différente, MapMind, de ce modèle de données. Donc, on voit le domaine. Pour chaque domaine, on va avoir la question, le prompt, la variable, la définition, les règles de concréation du cahier, les informations et la variable corps. Je présente ça parce que je vais m'en servir par la suite. Alors, maintenant, la grande question, c'est de savoir, on a ce format CDASH qui spécifie toutes nos variables, et on va en reparler par rapport à la notion de race dont on parlait tout à l'heure. On va voir que SDTM a une code liste fermée et CDASH autorise le puzzle. On va le voir tout de suite, je vais vous montrer la subtilité de la chose. ODM, est-ce qu'il est capable d'inclure le CDASH? A priori, oui. On a envie de se dire, les gens, ils sont intelligents au sein de CDISC, ils ont bien travaillé, et on doit pouvoir le faire. SDM, vous connaissez ce standard? Ou pas du tout? Le Study Design Model, c'est celui qui est utilisé pour définir le cahier, le protocole dans lequel on travaille. On va pouvoir, sous forme XML, définir l'ensemble des paramètres que l'on va utiliser au niveau de notre protocole. Donc le nombre de patients attendus, la date de début, date de fin, etc., les critères d'inclusion, non-inclusion. Et tout ça va venir s'insérer de façon tout à fait efficace dans l'ODM. Donc ça, il n'y a pas de problème. Le lab, pas simple. Les données de lab ne vont pas mapper directement dans l'ODM. Qu'en est-il de CDASH? On va regarder. Alors là, on commence à plonger. Et on est un petit peu plus en profondeur. On est à la surface de l'iceberg toujours, mais plus bas. L'ODM, il se présente comment? C'est un standard qui va définir de la même façon des informations sur 3 niveaux. Le niveau study, qui va nous permettre ici d'enregistrer ce qu'on appelle les métadatas, les métadonnées de notre étude, à savoir le niveau protocole, dans lequel on va mettre SDM, dont je viens juste de vous parler. Les study events, ODM parle d'événements d'études. C'est nos bonnes vieilles visites. Sauf que ces disques,
pour des raisons de nommage, de précision dans les termes, a préféré appeler ça un événement d'étude parce que très souvent, dans nos cahiers d'observation papier, on avait des formulaires d'événements indésirables à la fin de notre cahier, qui étaient dans un onglet particulier, et c'est DISC qui a préféré cette nomenclature au niveau de l'ODM. On ne retrouve pas forcément ça partout dans les autres standards. Première difficulté ici. Ensuite, on voit qu'un study event, un événement d'étude, il est composé de formulaires. Les formulaires sont composés de groupes d'items. Et un groupe d'items est composé d'items. Et certains items peuvent être de type code list ou pas, en fonction du besoin. Donc, tant qu'on est en train de créer notre cahier d'observation, seul le niveau study est complété. C'est un fichier XML. Il faut comprendre que l'ODM, c'est un fichier XML. Donc, on ne remplit que le niveau study. On commence à injecter notre ODM, notre fichier XML, dans un cahier d'observation électronique. Et à ce moment-là, on inscrit les utilisateurs, on inscrit les centres hospitaliers, et on commence à remplir ce deuxième niveau, admin data. On inclut notre premier patient, l'investigateur inclut un premier patient, et on commence à remplir le niveau clinical data, avec, pour chaque patient, les visites qui le composent, les study events, pardon, les formulaires, les items et les items, les items groupes et les items, pardon. En parallèle de cette information par patient, on va retrouver l'audit trail, les signatures et les demandes de correction, les annotations, les queries. Et donc au final, qu'est-ce qui se passe avec ce fichier que j'ai appelé de fichier unique? On arrive en fin d'étude, on gèle la base, on commence à produire nos archives. Et là, vous avez un fichier unique qui contient 100% de l'information. C'est un vieux rêve de la recherche clinique. Alors, c'est pas évident parce que sur des études conséquentes, il y a du volume, mais ça va quand même être contenu dans un fichier texte. Le XML, c'est du texte au final. Dans 50 ans, on sera capable de le relire. Il contient la totalité de notre information, les métadonnées, les données administratives et les données cliniques. Comment ça se passe quand on cherche à mapper les données entre CDH et l'ODM? Dans la spécification telle que c'est fourni, on commence par le niveau item group. D'accord? Il n'y a rien au niveau study event, au niveau form. Tout se passe au niveau item group. Et on va mapper en fait la notion de domaine. Ici, on va dire par exemple le domaine de démographie. On va le retrouver au niveau de l'item group, ici. D'accord? Pas très compliqué ça. Comment ça se passe? Un petit fichier. Ah, oui, ça va. Non. Je peux pas. Hein? Si. Les jeunes. Alors, c'est un extrait d'un fichier XML dans lequel on retrouve le niveau item group et on a un certain nombre de paramètres associés et notamment le domaine qui va contenir AE. Ça, c'est une fausse bonne idée. Parce qu'en fait, si on commence à avoir ce type d'information au niveau de nos item group, quand on va chercher à mapper les données dans SDTM, on va se dire, ah ben, l'item group AE, alors celui-là va mapper à peu près correctement. Mais vous avez la démographie, par exemple, il y a énormément d'informations qui vont provenir de plusieurs domaines. Or, si vous avez, par exemple, la date de mort, dont parlait Thierry tout à l'heure, eh bien, elle va provenir de plusieurs sources, de plusieurs domaines. Donc, vous allez avoir une complexité ici. La spécification ODM ne vous permet que de spécifier un seul domaine par item group. Donc, si votre item doit mapper vers plusieurs domaines derrière, c'est fini. Vous n'y arriverez pas. Ensuite, on voit... c'est tout. Il n'y a que ça. Au niveau item group, il n'y a que le domaine. Alors. Maintenant, au niveau des items. Au niveau des items, qu'est-ce qui se passe? On se souvient, il y avait la question, le prompt. Cette information-là, elle va mapper dans la question du niveau item. Là, on a la possibilité que d'enregistrer soit la question, soit le prompt. On n'a pas les deux choix.
Donc là, c'est à vous de choisir la version courte. Moi, j'ai tendance à dire, dans mon utilisation pratique, je mets par défaut la question texte, qui est longue, et cette version longue de la question. Et le prompt, en fait, je vais le définir dans ce qu'on appelle un alias, ici on verra tout à l'heure, qui va nous permettre, en fait, en fonction de l'appareil utilisé par l'investigateur, si c'est un PC normal, il verra la question longue, et si c'est sur une tablette ou un téléphone portable, éventuellement, il aura la version courte. Du coup, vous avez un affichage qui est dynamique. C'est pour moi le seul intérêt de cette information, mais l'ODM n'en a pas tenu compte. Le niveau variable, eh ben lui, il va aller, il y a deux champs spécifiques pour ça. Vous avez le SAS field name, qui est en fait l'endroit dans lequel vous allez mettre la variable, à mon sens, CDASH. Toutes les variables vont tomber dans ce SAS field name. Et comme ça, vous aurez, par construction, un cahier d'observation qui sera compatible avec votre méthode de travail classique de produire des fichiers SAS en sortie, sans tenir compte du SDTM. Et la variable SDTM, elle va aller dans son ancêtre SDS varName, SDS parce qu'au départ, SDTM s'appelait SDS, le groupe qui a travaillé dessus avait appelé ça SDS. Et donc on va faire tomber toutes les variables qui sont attendues dans SDTM, ici, qui ne seront pas en grisé derrière, dans la variable SDS varName, du niveau ITM. La terminologie contrôlée. Alors, la terminologie contrôlée dont a parlé tout à l'heure Thierry. Dans ton exemple, c'est soit l'un soit l'autre qui sont remplis. Moi, je conseille les deux. Non, si CEDA, je te dis, le nom de ta variable est compatible avec SDTM, à ce moment-là, tu stockes dans le SAS field name le nom de la variable SDTM, et dans SDS varName, tu dupliques cette variable. Si tu n'as que le niveau CEDASH, à ce moment-là, tu ne mets que dans le SAS field name. D'accord, c'est clair? Ouais. Et du coup, vous n'aurez pas de mapping. Et on le verra, à l'écran, ça se voit. C'est l'intérêt du truc. Alors, la terminologie, bien, elle se compose, on l'a vu rapidement tout à l'heure, vous avez une colonne code qui va vous donner, en fait, pour chaque élément de la terminologie contrôlée, chaque code prévu a un identifiant unique, qui théoriquement ne bouge pas, mais il y a des subtilités de temps en temps. Et en dessous, vous avez une deuxième colonne qui va vous spécifier, en fait, c'est une notion de père-fille, ou père-fils, qui va vous permettre de dire le code qui est ici, en fait, l'élément ici dépend du code au-dessus. Alors, on regarde ça en détail. On plonge ici. Un exemple de la terminologie contrôlée. Alors, c'est pas très clair. Si vous voyez, c'est la sévérité d'un événement indésirable. AE severity. Et en fait, il a un code ici. Alors, est-ce que je peux zoomer sans magique, hein? Voilà. Donc il a un code pair, et tous ses enfants en fait vont être reliés par ce code fils ici. D'accord? Donc ça aussi, c'est bien joli, mais comment est-ce qu'on va coder cette information dans l'ODM? Il n'y a pas vraiment de solution précise. Parce que dans la code list ref qui est ici, rien ne vous dit que cette code list, elle a ce numéro-là, elle a cette référence. Les définitions, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on en fait? Les CRF, Completion Instruction, l'Information for Sponsor, etc. Toute cette donnée-là, l'ODM ne prévoit pas, en fait. Alors vous avez un champ description, ça paraît un peu rapide pour faire ça. Il faut trouver une solution. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire. La variable core, qui va spécifier le caractère obligatoire ou non d'un item, n'est là aussi pas compatible du tout avec le caractère mandatory qui est demandé dans l'ODM. Comment est-ce que vous faites rentrer ces trois codes dans du yes no? Pas forcément ça. Maintenant, si on regarde le même fichier ODM au niveau item cette fois-ci. Je vais zoomer un peu. On va regarder. Allez.
un fichier ODM. Voilà. Alors, comment faire? Eh bien, vous avez donc la question, l'item qui est défini. Alors, une règle que moi, je vous conseille éventuellement, c'est de nommer tous les éléments, non pas avec des codes numériques, mais plutôt avec un système de code lisible. Parce que, au départ, je faisais beaucoup, moi, de structures comme ça ODM, avec un éditeur de texte. Bon, maintenant, on est passé sur des trucs un peu plus sophistiqués, mais le risque, c'est que très souvent, vous allez vouloir déplacer un item. Si vous avez utilisé un système numérique, eh bien, cette numérotation qui semblait logique au départ ne ressemble plus à rien en sortie, et ça devient assez difficile de suivre le pourquoi du comment de vos données. C'est dans l'OID là-haut. Tout là-haut, c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, on voit qu'effectivement, on a le SAS field name et le SDS var name qui sont pour la variable sexe les mêmes. Donc on va avoir un mapping à 100% direct entre ODM et SDTM. Ensuite, l'aide. L'aide en ligne, il n'y a rien de prévu. Donc, vous avez une possibilité qui est ici, c'est d'enrichir le modèle XML. Avec les codes ici, en fait, XC stipule que là, on est sur des balises qui appartiennent à l'éditeur du logiciel. D'accord? Et cette information ensuite, elle ne va être compatible qu'avec les outils qui fonctionnent avec cet éditeur de logiciel. Donc on va pouvoir mettre comme ça, éventuellement, la définition, les règles de remplissage, l'information pour le sponsor, à 3 niveaux d'aide différents. Et quand on passera en mode CRF électronique, on pourra retrouver cette information avec des notions de droit pour afficher ou non, par exemple, cette information pour le sponsor. Si vous avez un profil sponsor, à ce moment-là, vous pourrez voir cette information-là dans le cahier. Qu'est-ce que j'ai? Alors, les codes listes ici. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous voyez, on pourrait alors se dire, ici, on va mettre le nom de notre code liste, le code de la code liste qu'on avait tout à l'heure, le C66, je ne sais plus combien. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Parce que tout à l'heure, je vous l'ai dit, tout ce qui est chiffré comme ça n'exprime rien, c'est pas évident. Donc, la solution qu'on va trouver pour faire ça, c'est d'enrichir ce modèle avec ce qu'on appelle des alias. Donc un alias, c'est quoi? C'est la possibilité qu'offre le modèle XML pour apporter une information complémentaire qui va se traduire sous cette forme. Alias, le contexte, on va pouvoir mettre que c'est la terminologie contrôlée avec une version, moi j'aime bien parler de version de terminologie contrôlée, et le code associé. Et on va pouvoir comme ça retrouver un peu, au moins le pair. D'accord? J'ai pas la possibilité de le faire au niveau des enfants, au niveau des codes listes sous-jacentes. Alors, pourquoi je suis aussi accroché à cette notion d'ODM? Eh bien parce que, comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, c'est un fichier assez central, il est unique, il va contenir toutes nos données, en termes de stockage, d'archivage, et surtout alors, ce qui est fabuleux avec l'ODM, le XML, en fait, c'est le XML qui permet ça, c'est qu'à partir d'un fichier unique, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, on va pouvoir adresser tous les problèmes, notamment lorsqu'on va soumettre à la FDA, il va falloir produire un certain nombre de documents. Et ce fichier XML, il va nous permettre de fabriquer un CRF vierge, un CRF annoté au format SAS classique ou CNASH, éventuellement, ça peut vous intéresser, mais aussi fournir le CRF annoté dont on a besoin en soumission. Il faut fournir avec vos extractions SDTM un CRF annoté pour que les reviewers puissent comprendre d'où viennent les données. Et avec ces règles-là, on va pouvoir les mapper. Oui. Là, il y a un point qu'on ne comprend pas bien. Si je me rappelle bien, tu as dit au début qu'un champ, c'est dash. Oui. Tu ne pouvais dire qu'il va à tel endroit, oui. Tel domaine, machin. Oui. Donc si justement il va à plusieurs endroits. Tu dois spécifier le premier domaine dans lequel va mapper ta donnée.
quand tu le rencontres une première fois sur le cahier d'observation. Tu dois spécifier qu'il va aller dans, je sais pas, prenons Prends la date de décès. la date de décès, qui se trouve dans un événement indésirable. Alors, Non, la elle date se de trouve en décès, démographie. Tu imagines que la death form, toi, d'accord? Donc démographie. Donc tu vas le retrouver dans démographie. Oui, mais aussi dans DS. Ça, c'est obligatoire. Ouais. Il y a deux endroits, tu ne peux pas échapper à ça. Là, il faut trouver une règle de mapping. Il faut trouver comment exprimer ça dans le cahier d'observation. J'ai pas de, pour l'instant, j'ai pas de. Moi, je vais pouvoir les mapper au niveau du define. Ici, on va pouvoir expliquer plus le mapping. Mais au niveau du CRF annoté au format SDTM, faut que je regarde. Ce qu'on va pouvoir mettre. Après, rien ne t'empêche de mettre dans tes alias une écriture qui fasse qu'en sortie, ça puisse exprimer le mapping vers de multiples domaines. Mais il faut quand même, je vérifie ça tout de suite. En parallèle, donc on va avoir le ICRF qui va effectivement travailler sur ce fichier ODM, et avec un mapping intermédiaire, on va pouvoir produire le define et les tableaux de données SDTM, le format SDTM. Alors, le futur de tout ça, eh bien, il y a une spécification de CEDASH 2.0 qui va sortir, qui est en version draft, qui n'est même pas en mode commentaire encore. Hein. Elle est vraiment, pour l'instant, juste en mode draft. Donc, il y a des choses intéressantes. Ils ont un peu revu leur format. Notamment, ils ont dissocié maintenant la variable CEDASH de la variable SDTM. Bon, ça, c'est pas forcément très... Et vous avez derrière aussi plein d'informations sur des cahiers d'observation exemples. En fait, ils sont en train de produire énormément d'exemples et d'enrichir les domaines, parce qu'au départ, il n'y avait pas beaucoup de domaines de prévus dans la spécification 1.1. Un autre élément qui... bon, j'étais à l'interchange de Vienne, le dernier, là, qui a eu lieu il y a un mois et demi, et en fait, ils ont présenté le gros des présentations tourné autour de Share, et donc de ce système qui va permettre à l'ensemble des utilisateurs des standards CDISC d'avoir un point central de téléchargement de tous les fichiers utiles à la production de données et de formats CDISC. Donc vous allez retrouver la spécification CEDASH, version 1.1 en XML, la version CEDASH 2.0 en XML, l'ODM 1.2.1 en XML, etc. En PDF, tous les documents vont être annexés. C'est une espèce une grosse base de documentation centrale. Ça a un autre intérêt parce qu'en fait, ils ont développé des API, donc des petites interfaces, pour que des éditeurs de logiciels puissent venir dynamiquement récupérer les informations sans avoir à les stocker dans notre système interne. Et en garantissant ainsi qu'on ait la bonne version du standard demandé par les utilisateurs. Alors juste, je vous présente rapidement, je ne sais pas si ça va pas être un peu fort là, une petite vidéo. Vous connaissez tous Share ou pas du tout? Vous avez vu un peu? C'est assez bien vulgarisé. And your friend does this. C'est en anglais. Yes, you might get 2 copies of your favorite record. But what if you're reviewing, using, and keeping track of medical research data? If you don't have a standard way to organize things, and you have this, but another team has this, you could be wasting tons of time retyping and redefining information, instead of using that brain power to actually get work done. Without an effective tool to help, things will only get worse. How do we solve this problem? Well, if it was music, you would get with your friends and agree on the names of those columns and reuse any information you could. That's the idea behind CDISC Share. Help teams manage data better with a metadata repository so they can consistently define, use, reuse, and share information. This is a central place to store
store, manage, and govern the standards, meanings, and structures of data. So when teams do their research, the metadata repository can help translate it in a way that makes sense to everyone. So nobody's confused about what they have, and they can share and use each other's data. Now, everyone can have more time to innovate and do what's most important, get treatments to patients, quickly and efficiently. So music libraries, standardization, good. Medical research, standardization, crucial. Get more out of your information with the metadata repository. Contact CDISC today. Et donc voilà, alors, je vais maintenant passer en mode plus dynamique, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Je vous rappelle juste cette date de décembre 2016, même si ça vous concerne assez peu, puisque vous ne faites pas de la soumission directement. C'est vrai que moi, aujourd'hui, en tant que je donne des formations dans les entreprises et dans les universités en France, et je sens bien qu'il y a une vraie prise de conscience et qu'aujourd'hui, les industriels vont tous fournir du SDTM, même pour de la soumission en Europe. On en a parlé tout à l'heure, c'est pas au programme directement. Les agents de l'Europe en discutent, ils vont accepter le format demain. Avec une notion de demain plus ou moins longue. Mais ça va se faire. Alors, déjà, première chose, ouais, tout à l'heure on a parlé du standard CEDASH, de SDTM, et des codes, des terminologies contrôlées qui n'acceptent pas pour la race autre chose que les codes proposés. Alors en fait, on regarde ici, et quand on regarde la spécification de CEDASH, on voit qu'ici vous avez la race de votre patient, d'accord ? Et effectivement, il pointe vers la code list race, ici. Qu'en est-il? On scrolle un peu, on se dit tiens c'est bon, ok, ça map, on comprend. Et puis vous avez Specify Other Race. Et effectivement, on voit qu'ici, le Race Other, il est juste là pour vous permettre de spécifier exactement d'autres possibilités que celles attendues, mais on ne la mappera pas directement. Donc il va falloir voir comment ensuite faire rentrer les 15 notions de race que l'on peut avoir éventuellement en 6 ou 5, je ne sais plus combien il y en a, 5, 6, 5. Ou alors ne pas le mapper du tout. Là, pour ça, il faut se documenter qu'ici, vous avez en général là, le mode de mapping, ce champ ne va pas dans SDTM directement. Donc il faut trouver une règle de mapping ici, pouvoir le voir comme je voulais. Voilà, une transformation XML que j'ai faite à partir du site. Ça a marché hier, ça ne marche pas aujourd'hui, j'ai dû changer quelque chose, je ne sais pas quoi. Voilà, donc si on prend la spécification de CEDASH, eh bien, on a un arbre XML, d'accord, qui est rempli d'informations, et avec un autre fichier XML de conversion, et ce petit site web, hein, mais bien sûr, on peut le faire de façon beaucoup plus industrielle, hein, il y a des outils qui font ça sans avoir à passer par Internet, et on va pouvoir fabriquer un PDF, par exemple. On va pouvoir aussi fabriquer un autre fichier XML. On en parlait tout à l'heure avec toi. Il suffit juste d'avoir, par exemple, nos données au format SDTM, et on peut les convertir en E2B pour de la pharmacovigilance. Si vous devez soumettre vos résultats à l'EDRA-CT, on peut tout à fait le convertir. Il faut juste fabriquer le petit script XML qui est là, qui peut être assez complexe, mais qui va vous permettre... T'as pas l'exemple, Nicolas, tu sais, dans le SDM, là, leur exemple LZZ Trial avec le style. Non, j'ai pas là, je l'ai pas avec moi, je pense pas. Et vous voyez que là, on a tout un langage. Alors tout à l'heure, Thierry vous montrait un code qui pour moi me semblait pas être du XML pur, parce qu'il existe un langage qui s'appelle du XPath pour les fanatiques
de XML, vous pouvez regarder ce soir XPath, qui est un langage pur à XML qui vous permet de vous balader dans un arbre XML. Et donc d'aller choisir par exemple la variable qui va se trouver au niveau de l'item. Et on va récupérer la valeur, etc., etc., etc. On va pouvoir écrire des programmes complets qui vont transformer un XML en PDF, un XML en HTML. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Même. Je laisse sur une clé. Là sur une clé, on peut le regarder. Voilà, j'ai son équivalent ici en XML, en HTML, pardon. Donc je pars d'un fichier qui est en XML et on arrive à fabriquer du HTML. Enfin, c'est facile ça, parce que c'est vraiment, ça a été fait pour ça. Facile, il faut dire vite. Oui, c'est facile, c'est bien. Tu as déjà essayé de taper un programme en XSL? Ben, je le fais. Là, tout ce que j'ai, oui, ça marche pas, mais mais bon. Moi, quand j'ai commencé à étudier les standards de ces disques, j'avais pas d'autre solution que d'avoir du fichier texte à éditer dans un éditeur textuel. Donc, ça prend comme ça. Ouais, montre-moi ta clé. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui, bien sûr. Tu veux faire de la pub ou quoi là? Oui, on va faire de la pub. Oh là là. Alors, la page du GUF, vous allez la retrouver dans cette partie-là, le C10 Portal. D'accord? Tout en haut là, perdu. On clique dessus. On va arriver sur cette page-là. On va voir les user groups. On va scroller un petit peu. On est en Europe. On est en France. French language. Et voilà. On arrive sur la page du GUF. Groupe des utilisateurs francophones des standards de ces disques. Donc, et pour revenir à la question de tout à l'heure sur la possibilité ou non d'impliquer l'académique dans la production de ces standards, c'est totalement ouvert en fait. Alors, effectivement, toutes vos demandes ne seront peut-être pas forcément acceptées, mais au moins vous aurez essayé. C'est énorme. Oui, j'ai une question. SDTM, c'est bien nécessaire à un moment ou à un autre pour s'en mettre. Certains autorités ont arrivé à l'évolution en Europe, etc. Maintenant, pour CEDASH, alors l'intérêt se voit bien sûr sur le fait d'intégrer les données, de pouvoir parler le même langage avec les données cliniques. Mais jusqu'à quel point c'est contraignant ou à quel moment on va dire que je prends la décision d'utiliser CEDASH? C'est une mauvaise question à me poser parce que tout à fait. Moi je suis, ouais, non mais je suis aujourd'hui, en toute honnêteté, j'essaye de travailler avec CEDASH et c'est pas facile. Donc ça va pour les domaines documentés, pour ceux, c'est assez trivial, c'est facile. Mais ensuite, de toute façon, les opérations de mapping, elles ne se font pas en un clic souris. C'est pas le rêve d'il y a 20 ans, d'il y a 17 ans, où tout allait se faire automatiquement. C'est pas vrai. Donc aujourd'hui, on est obligé, le modèle où vous aviez l'ODM, SDTM de l'autre côté, entre les deux, il manque un gros morceau en fait, qui permet de convertir la donnée de l'ODM en passant par le CEDASH éventuellement, si vous l'avez. Effectivement, ça devrait améliorer quand même. Moi, je le vois en utilisation courante, ça améliore le process de mapping parce que ils ont quand même réfléchi le CEDASH sur le modèle du SDTM. Donc, il y a des choses qui vont aller plus vite. Ouais. Mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Donc juste pour montrer aussi qu'on a un chantier qui consiste à mettre en place un guide explicatif, si tu veux bien.
pour chacun des standards, s'il y en a parmi vous qui découvrent vraiment les standards, on essaie de mettre en place une série de textes explicatifs en français qui positionnent chacun des standards et expliquent son rôle. Bon, Bridge, il n'y est pas, il y a déjà CEDA justement, il y a ODM, il y a, avec une petite introduction de comment fonctionne le XML aussi, on retrouve les schémas là. Voilà, donc, et on fait circuler pas mal de choses. Il y a des choses déjà sur SDTM. Oui, C'est déjà en ligne. Voilà. Donc bientôt il y aura SDM et SEND.